Découvrez le podcast Des trains pas comme les autres pour voyager loin, très loin des itinéraires balisés avec Philippe Googler. Des trains pas comme les autres, disponible sur toutes les plateformes. Donc là, vous voyez, la vallée du Rhône. La partie ouest, c'est le Massif central, et puis la partie est, c'est toute la chaîne des Alpes. Tout le travail qu'a fait le Rhône au fil des millénaires pour creuser cette vallée. Regardez comme c'est fabuleux ces vignobles. Aux commandes, Laurent Combier, un vigneron passionné d'aviation. Celui-là est très beau, oui. Aujourd'hui, il a invité Alain Arnaud et son fils Audran pour un vol d'exception. Car père et fils se passionnent pour les châteaux forts de la vallée du Rhône. Ce voyage va les mener des vignobles de Tain-l'Hermitage à Montélimar. Avec 812 km de long, le Rhône est le plus rapide et le plus puissant des fleuves français. Au Moyen-Âge, cet axe stratégique est sous le contrôle de nombreuses forteresses, réparties tout au long de son cours. En face de Tain-l'Hermitage, voici le fief des comtes de Tournon, l'une des familles les plus puissantes d'Ardèche. Elle doit sa fortune aux droits de péage versés par ceux qui naviguaient sur le Rhône. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir à quel point le Rhône est sinueux. La vallée du Rhône regorge de trésors d'architecture médiévale. À quelques kilomètres au nord de Montélimar, le château de Rochemaure domine toute la vallée. Bâtie au XIIe siècle, cette forteresse appartenait à une autre grande famille, les Adhémar. À l'époque, ils régnaient en maître sur cette partie du fleuve. Le Rhône marquait alors la frontière entre le royaume de France et le Dauphiné. Les Adhémar possédaient des forteresses spectaculaires, comme le château de Grignan, au sud de Montélimar. Ah, c'est beau là, hein? L'avion de Laurent met maintenant le cap vers le nord pour découvrir un autre château stratégique de la vallée. Et voilà Crussol. Sur son éperon rocheux. Avec ses ruines fantastiques, perchées à plus de 200 mètres d'altitude, c'est l'un des joyaux de la vallée du Rhône. Alors, on a une sacrée vue d'ici. Ouais, c'est magnifique. Superbe, hein? Forteresse, 11e siècle. On voit bien que ça dominait le Rhône et ça prévenait de toute invasion.
Le château de Crussol défendait l'un des passages les plus fréquentés depuis l'Antiquité. Tout le monde est passé là. Hein. Hannibal, les Romains, tout le monde est passé là. Cet ensemble architectural spectaculaire s'étend sur plus de 3 hectares. Derrière des remparts de 8 mètres de haut, le château abritait une centaine de maisons. Elles formaient un village placé sous la protection du seigneur du château. Ces forteresses sont devenues des emblèmes incontournables de la région. Mais les rives du Rhône réservent encore d'autres surprises. Le survol se termine à 7 km de Crussol. On va essayer de piquer un petit peu pour se retrouver sur le château de Châteaubourg, là, et la commune de Châteaubourg. On les voit là. On les bord voit au du fond. vieux Rhône d'ailleurs. Voilà. Depuis 6 ans, Alain est le nouveau propriétaire de cette forteresse du XIe siècle. Voilà. Châteaubourg. Il est tombé amoureux de ce château, baigné par les eaux du fleuve. Donc là, on voit le Rhône un petit peu en crue, là, qui déborde un petit peu sur les bords de... Oui, oui, il vient même au pied du château quand il est en crue. Bah, le château, il est sur son rocher, il n'était pas Lui, il n'est pas inondable. inondable. Non. Mais, D'ailleurs, tout le vieux village qui est autour était fortifié. Comme les autres seigneurs du Rhône, les maîtres de Châteaubourg ont fait fortune en exerçant un droit de passage sur le fleuve. Aujourd'hui, Alain restaure ce patrimoine exceptionnel. La première fois qu'on a vu le château, c'est cette entrée qui nous a donné le coup de foudre avec ce style extrêmement ancien et en fait l'idée que ce château était de taille familiale et qu'on allait pouvoir le restaurer. Ce matin, des artisans apportent les nouvelles fenêtres du château. Monsieur Thomas, Oui. il va à gauche. Oui. Car Alain a décidé de rendre à cette bâtisse son apparence d'origine. Pour l'instant, on va les poser là. Il a donc fait réaliser des fenêtres sur mesure par un maître verrier de la région. On peut dire que le mode de fabrication n'a pas tellement évolué par rapport au Moyen-Âge. On utilise toujours du verre antique qui est soufflé à la bouche, donc comme on faisait à l'époque. L'art du vitrail atteint son apogée au XIe siècle. Les carreaux de verre sont alors assemblés par des baguettes de plomb, puis soudés à l'étain. Au fil des siècles, l'architecture intérieure des châteaux forts évolue. Fermé. On crée des ouvertures pour laisser entrer la lumière. Ça va ici. Ce qui est formidable dans cette fenêtre, c'est qu'en fait, on sait à quel moment ils l'ont faite. En 1785, le seigneur de l'époque, s'appelle Guyonneau, a demandé à ce qu'on fasse des ouvertures. C'est magnifique. Voilà. Oui. Ah, ça va Il être faut beau. encore un petit coup de nettoyage et puis ce sera terminé. Pour retrouver la mémoire des lieux, Alain veut rendre hommage aux seigneurs qui ont régné sur Châteaubourg. C'est pourquoi il fait figurer leurs armes sur les nouvelles fenêtres. Toutes les familles qui sont passées là depuis 1000 ans ont laissé une trace. Et cette trace, on la retrouve plus facilement en reprenant leur blason. On fait revivre l'âme du château, en fait. À l'étage du dessous, nous retrouvons Audran, le fils d'Alain. Le salon, c'est le grand chantier du moment. Avec son ami Fabien, Audran s'efforce de retrouver les murs de pierre, dissimulés sous le crépi depuis des années.
C'est une sacrée aventure familiale, quoi. Donc ouais, c'est génial. On découvre des trucs. Moi, en plus, je suis plutôt passionné d'histoire, surtout médiévale. Donc c'est juste énorme, quoi. C'est vraiment super, quoi. Dans la même pièce, son grand frère Guillaume s'est improvisé chef de chantier. Le maçon. Allez les gars, là, plus vite. Il y a 6 ans, Guillaume a quitté une carrière dans le tourisme pour se consacrer à la restauration du château. Voilà, c'est de la restauration simple. Il y a un trou, faut le boucher. On voit bien les lignes de pierre. Donc là, le but du jeu, c'est que les pierres que je vais rajouter, elles restent dans le même alignement. Ce château m'a permis d'apprendre plein de choses dans la rénovation. Et puis on s'est rapproché de la famille, donc c'est merveilleux. Depuis qu'elle habite le château, la famille va de découverte en découverte. La plus surprenante se trouve en haut de cette tour. Et c'est Marie-France qui nous y conduit. Bon, ben voilà le pigeonnier. On a découvert la porte du pigeonnier, là, en faisant cette pièce. Et puis là, on voit encore les petites cases des pigeons. Et c'était plein de pigeons. Et alors, on a aussi découvert cette porte qui mène sur le chemin de ronde. Le chemin de ronde, c'est l'ancien poste d'observation des guetteurs. Derrière les créneaux, ces derniers pouvaient surveiller le passage du Rhône. C'est vrai que c'est un vrai plaisir, cette vue. C'est magnifique. On voit le Vercors. On peut voir le Mont Blanc partant très clair. Alors là, hein, le Rhône, il est déchaîné. Hein. Il y a 2 jours, tu aurais pu croire que c'était un miroir. C'était magnifique. L'histoire du château de Châteaubourg est étroitement liée au Rhône. Ce rocher, qui tombe à pic, offrait une protection naturelle contre les crues et les assauts ennemis. Au XVIe siècle, le village est construit autour de la forteresse pour échapper aux guerres de religion. 4 mois plus tard, la famille a terminé la restauration du grand salon. C'est l'occasion de recevoir les artisans et les gens du village. Pour la plupart, ils découvrent l'intérieur pour la première fois. Oui. Et ici, c'est pareil, on a retrouvé l'ancienne arche là, de l'ouverture. Parce qu'en fait, la voûte, elle continuait. On vit à l'ombre du château. Ça vous fait quoi de le voir comme ça? Ah bah, ça me fait très plaisir d'abord, parce que je le vois de l'extérieur et je le connais depuis ma naissance. Donc je suis très sensible à l'invitation de monsieur Arnaud et je trouve qu'il fait un travail formidable, un travail de passionné. Hein, je veux dire, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Je suis très bien à l'ombre du château, mais non, c'est très intéressant. Puis ça fait partie du paysage quand on passe. On monte à Lyon, on passe forcément ici. On redescend, on passe devant Châteaubourg. Donc le château a toujours été là. D'ores et déjà, la famille Arnaud a de nombreux projets pour ouvrir son château au public. Elle souhaite organiser des événements en lien avec la région et ainsi faire revivre cette forteresse médiévale sur les rives du Rhône. Nous remontons maintenant le fleuve vers le lac Léman. Le lac Léman est une véritable mer intérieure sur la route du Rhône. 72 km de long, 13 km de large, il reçoit les eaux de nombreuses rivières. Le Rhône traverse le lac d'est en ouest avant de reprendre sa route vers la Méditerranée. À 70 km du lac Léman, une citadelle exceptionnelle surveille l'entrée du fleuve sur le territoire français.
Le fort L'Écluse est un ouvrage militaire construit juste au-dessus du Rhône, au XIIIe siècle. Abandonné par l'armée dans les années 50, il appartient aujourd'hui aux communes environnantes. Ce matin, comme chaque semaine, Jean-Dominique Bélanger, le guide du fort, et Nicolas Renard, son directeur, s'assurent de la sécurité et de l'entretien du bâtiment, car le fort reçoit chaque année près de 70 000 visiteurs. On change les ampoules au moins une fois toutes les 2 semaines. Grille à cause de l'humidité. Jusqu'en haut, il faut vérifier. Mais des fois, les touristes, ils sont sympas. Donc, ils nous disent, ah tiens, il y a une ampoule qui est grillée, là. Donc là, on prend le sac, les ampoules, et on monte. Et monter au fort L'Écluse, c'est un vrai défi. Au total, il faut grimper 1165 marches. Ces kilomètres de galeries souterraines ont été taillés à coups de pioche par les militaires français au XIXe siècle. Un escalier monumental, creusé dans les entrailles de cette montagne. Il servait à relier le fort inférieur au fort supérieur, construit pour protéger d'une attaque venue d'en haut. Au XIIIe siècle, le fort L'Écluse était le gardien d'une voie stratégique entre la France, la Suisse et la Savoie. Le fort ici s'appelle Fort L'Écluse pour une raison très simple, c'est qu'il est sur la cluse du Rhône. C'est d'ailleurs pour cet emplacement que les militaires ont choisi de le construire ici. Une cluse, c'est un espace encaissé entre 2 montagnes et qui complique déjà naturellement le passage. On a déjà une vue stratégique sur toute la Haute-Savoie qui était nos ennemis, mais aussi une vue sur la Suisse et qui permettait vraiment de contrôler ici, quasiment à 360 degrés, le passage et qui rend réellement, tout passage clandestin impossible. Le défilé de l'Écluse est un véritable couloir que le Rhône a taillé entre les chaînons du Jura et les plateaux de Haute-Savoie. Au croisement de plusieurs frontières, le fort a été le témoin de nombreux conflits armés. Durant la Seconde Guerre mondiale, il est occupé par l'armée allemande. Mais en 1944, les résistants français finissent par reprendre cette place forte et barrer la route de Genève aux soldats ennemis. Aujourd'hui, la partie inférieure se visite, mais le fort supérieur, lui, est toujours fermé au public. Nicolas, le directeur du site, doit tester un nouveau parcours aventure censé attirer les visiteurs les plus intrépides. Je serre les jambes. Oui. Ah, tu peux y aller. Ok, donc je marche sur l'arête, hein. Et on est censé faire ça au public. Regarde plutôt vers la fin, là. Allez. T'inquiète pas, tu risques rien. Parfait. Ok. Voilà, et maintenant, il faut que tu descendes un petit peu. Il vaut mieux Voilà. Tu ne peux pas tenir avoir le cap, peur du t'inquiète vide. pas, il est solide. Allez, là, la prise, elle est bonne, là. Car le Rhône se trouve à 200 mètres plus bas. Voilà, super. Et j'imagine le public, il va halluciner. Ça, c'est le parcours le plus facile. Le plus facile? Ok. Et tu continues. Là, c'est plus facile parce que la margelle est plus Ouais, mais... large. Voilà, maintenant, c'est la fin de la première étape. Là, je teste la nouveauté de l'année, le parcours aventure du Fort L'Écluse, qui permettra au public de découvrir le fort de manière un peu différente. Le fort a toujours été fermé au public, alors que tout le monde voulait le visiter. Ce parcours, c'est une façon originale de pouvoir le découvrir. Et comme il faut un cobaye et que les agréments viennent être installés, je m'y colle. Après l'escalade des murs d'enceinte, un pont népalais franchit les douves du fort. J'ai entendu un craquement. Non, c'est dans ta tête. C'est ça craque. C'est ma tête qui a craqué. Mais le clou de ce parcours aventure, c'est la tyrolienne. Allez.
c'est un truc de dingue. Arrivé pleine bourre, là, face au Rhône, génial, extraordinaire. Ici, il y a eu des militaires qui ont vécu, qui avaient une famille, qui y ont passé des années, qui nous ont défendus. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est le faire revivre, parce que c'est un élément important de notre patrimoine, et c'est aussi un élément qui a vécu, qui a plein de souvenirs, et c'est ces souvenirs-là qu'on veut remettre dans la mémoire du public. Au pied du fort L'Écluse, le Rhône a façonné un site naturel remarquable. Un terrain de jeu prisé par tous les passionnés de kayak. Aujourd'hui, Pierre Descottes a invité un petit groupe d'amis. Au programme, une randonnée à la découverte du Rhône sauvage. Allez, on accélère. Regardez le fort, là. Magnifique. C'est beau. C'est chouette, on a vraiment le bol parce que c'est en train de se lever juste au moment où on passe dessus. Ouais. Sinon, on n'aurait même pas vu. C'est le début de l'automne. Il est 8 h du matin. Là, c'est le bonheur. Là, c'est le bonheur de glisser. Avec ce type de bateau, ça glisse tout seul, donc on se fatigue pas, quoi. C'est ça le plaisir quand tu vois la pointe qui glisse dans l'eau comme ça. T'as les reflets du bateau. C'est cool, hein? Ouais. Ouais. C'est sûr. Le pont SNCF qui permet au train d'aller entre Lyon et Genève. On est un peu en amont de Bellegarde. C'est une voie super importante là. Un super beau viaduc, impressionnant. C'est pareil, pas besoin de baisser la tête pour passer dessous. On a des milliers d'habitants derrière nous à quelques kilomètres avec Genève. La Suisse est juste derrière là. Tu penses pas qu'on peut avoir une végétation pareille, un calme pareil, une nature aussi intacte, quoi. Pas de route, pas de bruit de voiture. Into the wild. Seul au monde. Un peu plus loin, Pierrot et ses amis s'apprêtent à longer les plateaux de Savoie et l'immense réserve naturelle du Haut-Jura. Ces falaises de calcaire, qui dominent le fleuve, sont inaccessibles depuis la route. Elles offrent pourtant de belles surprises. Venez voir comme c'est beau là. Pierrot connaît sur le bout des doigts chaque recoin de ses rives. Ça, c'est quand même un endroit fabuleux. Il veut montrer à ses amis une curiosité naturelle spectaculaire, les gorges d'Étine de Parnan. C'est beau, hein? Sympa là, hein? On dirait les Calanques. Et c'est chez nous. Oh là là! Ici, la falaise a été entaillée sur quelques centaines de mètres par un petit affluent du Rhône. Eh, c'est magnifique. Yes! Oh là là. C'est génial. Génial, génial. Waouh. Cet affluent s'appelle le Parnan. En creusant la roche, il a provoqué un phénomène géologique très courant dans la région. Ça s'appelle une marmite des géants en fait. Comme la roche, elle est vachement tendre. Le courant, il fait comme une meule. Des fois, t'as même encore des cailloux au fond qui tournent, qui érodent. Et ça meule tout doucement là. Et ça fait des énormes mouvements d'eau des fois là, quand c'est en crue. Ça fait un peu comme un siphon là-dedans. Juste à côté des gorges du Parnan, Pierrot les emmène maintenant sur un site naturel qui a fait la richesse de la région. On va passer sous le rocher.
Baisse la tête. Faites gaffe, c'est très glissant. C'est un endroit secret et surtout difficilement accessible. Sur les berges du Rhône, nos kayakistes vont découvrir une activité historique liée au fleuve. Et voilà l'entrée de la première carrière gigantesque. Hein, là. Vous allez pouvoir préparer vos frontales. Une activité presque oubliée aujourd'hui. Regarde, là, il y a du verre. Il fait doux, là. Ouais. Ah, là, impressionnant. Voici Sainte-Foy, l'une des plus anciennes carrières du Rhône. Une immense cathédrale de calcaire qui s'étend sur plus d'1 hectare. Les lumières et tout, c'est contre-jour, c'est magnifique. C'est génial. On a ça à 10 minutes de la maison et c'est la première fois que je viens. Et c'est... On croirait pas qu'il y ait tout ça autour et c'est vraiment une belle et grande découverte. C'est vraiment génial. La visite se poursuit à l'intérieur de ces carrières souterraines, vers le lit du Rhône. Faites gaffe, c'est un peu en équilibre. Baissez la tête. Impressionnant. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, les carrières de Sainte-Foy fournissent un matériau très recherché, la pierre blanche de Seyssel. Pas de pollution. On dirait comme du calcaire, presque. Cette pierre a permis de construire une grande partie des monuments de Lyon et de sa région. Regardez un peu la taille des blocs qui se charriaient, les gars. On voit des amorces de blocs prédécoupés déjà. Celui-là, il était bientôt prêt. Ces blocs étaient ensuite acheminés par bateau sur le Rhône. Regardez un petit peu. Là, on arrive vraiment à des endroits les plus anciens sûrement du site. Sur les berges, on peut encore voir les traces des scellements des quais de chargement. C'est époustouflant. Tout ce travail, tout ce côté sauvage. Quand tu arrives ici en kayak, tu as toujours cette impression de découverte. D'être le premier à découvrir un coin, et c'est ce qui est majestueux, formidable. Les carrières de Sainte-Foy ont été abandonnées au XIXe siècle. Mais certains ont eu l'idée de leur donner une nouvelle vie. Waouh. Ça fait un drôle de changement, là. On passe de milieu aquatique à un milieu souterrain et en plus, avec le parfum du fromage, là, ça embaume. Combien il y a de meules, Philippe? Là, vous en avez 2500. 2500 là devant nous. Dans les années 50, une famille a converti ces carrières de Haute-Savoie en cave d'affinage pour le comté. Moi, c'est la 3e génération, donc c'est mon grand-père qui s'est installé ici, parce qu'on a la température et l'hygrométrie constantes. Donc c'est parfait pour l'affinage lent du comté. Combien de kilos? 35 à 40. 35 kilos. Ça fait son poids. La médaille d'or. Dans ces caves, le comté mûrit pendant 8 mois minimum. Les plus vieux, ça doit bien être ceux-là, hein, par là. C'en est, ouais. Là, on voit qu'il y a de la... Au plus loin, ouais, après les croûtes, il y a de la cuisson, elles foncent là. avec. Pour certains clients, on arrive jusqu'à 30-36 mois. Waouh. Mais c'est vraiment des demandes particulières pour des comtés haut de gamme. Le comté est un fromage d'appellation contrôlée. Il ne peut être produit n'importe où en France. Pour vieillir dans ces caves exceptionnelles, il a fallu obtenir une dérogation. On est le seul affineur qui n'est pas dans le Doubs, le Jura et l'Ain. On est un petit peu à part. On est rentré dans l'appellation en 1999. On a fait une enclave uniquement pour les caves. Le travail du pivet. Pour nos kayakistes, ces caves sont une pause gourmande inespérée. On a bien fait de s'arrêter, les enfants. Là, ça redonne des forces pour repartir. Ouais. On va prendre 10 meules, s'il te plaît. Ça se verra pas dans le kayak. Non, ça se verra pas. 24 mois. Là, c'est de l'agréable. Là, c'est de l'agréable. En aval des carrières, la petite ville de Seyssel était l'un des grands ports fluviaux de la région. Elle occupe une position stratégique sur le fleuve. Jusqu'en 1860,
Le Rhône marque la frontière entre la France, rive droite, et la Savoie, rive gauche. Tu vois, ce très vieux pont, là, on va passer dessous, qui a toujours été un peu un passage névralgique, ce pont, là. Ça a toujours été le souci pour rejoindre ces deux rives. Il était en bois dans le temps. Puis, début 1800, il a cet aspect-là. Après Seyssel, le Rhône change d'aspect. Pierrot et ses amis naviguent désormais vers les îles de la Malourdie, une zone Natura 2000 constituée de marais et de plaines inondables. Voilà, on arrive au barrage de Meaux, hein, donc fatalement, comme il n'y a pas d'aménagement pour les kayakistes, on est obligé de descendre et de porter les bateaux sur quelques centaines de mètres. Le barrage de Meaux est l'un des nombreux aménagements hydrauliques qui barrent le fleuve. En France, un quart de l'électricité est produite grâce au Rhône. Et tout a commencé près d'ici, à Génissia. Sur le Rhône, non loin de la frontière suisse, entre Bellegarde et Seyssel, Génissia. Printemps 1939, le premier barrage hydroélectrique français est construit sur le Rhône, à Génissia. C'est le plus grand chantier de toute l'Europe occidentale et un véritable défi technologique. Pour bâtir la plus grande usine électrique de tous les temps, les ingénieurs détournent le cours du Rhône. Le barrage nécessite 700 000 tonnes de béton qui doivent permettre de résister à la force du fleuve. Interrompu pendant la guerre, ce chantier spectaculaire se termine en 1948. Plus de 50 ouvriers y trouveront la mort. Aujourd'hui, le barrage de Génissia est classé patrimoine industriel du XXe siècle. À partir de Génissia, le Rhône se divise en deux. D'un côté, un canal pour amener l'eau du fleuve vers les centrales électriques. De l'autre, le lit historique du Rhône, qui a été préservé. Allez, c'est parti pour l'aventure. Le Rhône sauvage. Un itinéraire bis qu'à cet endroit, seuls les kayakistes peuvent emprunter. Les très vieux chênes, ils disent. Ils seraient immergés depuis des siècles et ils ne pourrissent pas. Hein. Regarde celui-là, là. Vous regarderez, là, c'est tout rongé par les castors. En fait, toute cette végétation, parfois, elle est toute recouverte d'eau. Hein. Les crues envahissent toutes ces îles. Parfois, elles disparaissent quelques heures, quelques jours. Donc, on est loin de s'imaginer aujourd'hui qu'il peut y avoir 3-4 mètres d'eau en dessus de nous, parfois. Hein. Au fil des siècles, les crues du Rhône ont façonné son paysage. À côté du lit historique du fleuve, elles ont creusé des bras secondaires, qu'on appelle des launes. Indispensables à l'équilibre écologique du fleuve, ces launes se vident et se remplissent au gré des crues. Ainsi, elles absorbent le trop-plein du Rhône et limitent naturellement les inondations. Mais là, on se trouve dans une des nombreuses launes du Rhône. Hein. Ces bras un petit peu morts, un petit peu dérivatifs, qui sont d'anciens méandres. Et puis, nous, en kayak, c'est là qu'on va venir chercher la solitude, la tranquillité, tu vois, la paix. Chercher un peu les animaux. Le côté sauvage de notre descente, c'est là la récompense. Tu vois. Pourtant, ces launes, qui étaient en voie d'assèchement, ont bien failli disparaître. Il y a 10 ans, elles ont été réaménagées grâce à un programme scientifique. À 40 km de là, Jean-Michel Olivier et son équipe travaillent pour le CNRS.
Toute l'année, ces scientifiques sont chargés de vérifier la bonne santé du fleuve, et en particulier l'état de ses launes. Ici, il faut imaginer qu'en 2005, il y avait des sédiments jusqu'à hauteur des arbres qui sont là devant nous. Donc ça a été recreusé par des travaux de génie civil. Et le programme de restauration, justement, s'est attaché à recréer ces ensembles d'habitats qui sont caractéristiques de la plaine alluviale. Avec les barrages installés sur le Rhône, les launes ont été peu à peu privées d'eau. Depuis 10 ans, on creuse donc ces bras asséchés pour les reconnecter au fleuve. C'est le plus grand chantier jamais entrepris en Europe dans le domaine fluvial. Si les scientifiques veulent sauver ce patrimoine unique, c'est que ces milieux offrent une richesse écologique remarquable. Avec ce matériel, les poissons sont légèrement endormis pour être inventoriés. C'est bon, je les ai. J'ai récupéré des goujons. Barbeau fluviatile 8,4. Dans leur filet, uniquement des poissons de petite taille. Cette laune a pour fonction, comme elle est stagnante, de nurserie, principalement pour les jeunes de l'année. Et donc, on n'a pas les mêmes poissons que dans le chenal. Par exemple, on a une bouvière ici, qui est un poisson qui se reproduit principalement dans les launes. Et c'est une espèce qui, en plus, qui est protégée au niveau européen. Donc celle-ci, elle mesure 5,1. Il y a un besoin très important de recréer des telles zones qui sont des zones refuges ou des zones de croissance pour les jeunes poissons. C'est un ensemble qui constitue un vrai patrimoine à l'échelle du Rhône. Donc effectivement, c'est très intéressant de constater que aujourd'hui, dans un contexte d'aménagement fluvial, de production hydroélectrique, etc., on est capable de penser des projets de grande envergure de restauration fluviale dans le but d'améliorer le fonctionnement écologique des fleuves. Mais les scientifiques ne s'intéressent pas qu'aux petits poissons vivant dans les launes. Ils étudient aussi les adultes qui fréquentent le lit historique du fleuve. Il y en a là. Recule, Jean-Mich. Là, ça, c'est un seuil. En général, il y a des gros poissons au pied des seuils. Parce que c'est aussi un endroit où l'eau apporte de l'alimentation. Voilà. Ça, c'est bon. On va voir déjà ce que tu as pris. Ok. C'est un barbeau fluviatile. Le barbeau fluviatile est un poisson caractéristique des grands fleuves. Les barbeaux fluviatiles, ça vit principalement dans le chenal, donc des zones courantes avec des zones profondes. Donc là, on a un individu qui est adulte. Donc il fait 62,6 cm. Et puis on va pouvoir le relâcher. Les informations recueillies aujourd'hui sont de précieux indicateurs de l'évolution du fleuve. Ah, Anguille. Elle est là, elle se bat, elle est là, viens, en dessous. Elles permettent le suivi de chaque espèce. Prends-la. Ok. Voilà. Alors celle-ci, donc elle mesure 93 cm,4. Voilà. Un certain nombre d'espèces ont vu leur population largement décliner, voire disparaître. Aujourd'hui, on est dans une phase où on essaye de mettre en place des mesures de restauration ou de réhabilitation des milieux qui ont pour objectif de fournir à ces espèces les habitats dont elles ont besoin et donc, in fine, de voir augmenter la taille des populations dans ces milieux-là. Depuis le démarrage du programme de restauration, certaines espèces ont vu leur nombre augmenter de 25%. Grâce au travail des scientifiques, le fleuve retrouve aujourd'hui une nouvelle jeunesse. Plus loin, le Rhône rencontre son plus grand affluent, la Saône. Elle le rejoint à Lyon, délimitant ainsi la presqu'île.
Nous sommes dimanche matin et c'est jour de marché sur les quais de Saône. Le marché Saint-Antoine est un marché historique. Depuis plus d'un siècle, des petits producteurs viennent de toute la vallée du Rhône pour y vendre leurs fruits. Et les fruits, c'est justement la passion d'Alain Millat. Oh la vache. C'est hyper parfumé. C'est très délicat en fait. Alain n'est pas un client comme les autres. Délicat. Son métier, c'est de transformer les fruits en jus naturel. Et là on est sur quoi? Ça c'est toujours du Bergéval. Toujours Bergéval? Ah oui là j'ai que ça en ce moment. Vous avez vu un peu le jus, la chair. Enfin bon, le noyau se détache facilement. Sans bouger, le jus remonte tout seul dans la cavité là, vous voyez. C'est énorme. Il faut que ça crée une surprise, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Parce qu'un fruit, c'est toujours attendu. Il faut qu'il ait encore une mûri fois, sur et l'arbre. quand on le consomme, voilà, il faut qu'on se dise, il faut que ça fasse l'effet waouh, waouh, c'est de l'abricot, quoi. Voilà, il faut que ce soit ça. Monsieur bonjour, Mirabelle. Voilà madame. Il y a les fruits attendus et ceux qu'on avait complètement oubliés. Dans le même sac. Alain vient justement de repérer l'étal de Bernard, un petit producteur d'Ardèche. Je voudrais que tu me parles de ça, en fait. Ah, pêche sauvage. Donc là, c'est extra mûr, en fait. La pêche des grands-parents. Les pêchers qui poussaient sauvages au fond des jardins. C'est une super amertume, c'est très très bien. Ce sont tous des goûts perdus. Là, c'est une pêche sauvage blanche et là, une pêche sauvage plutôt côté jaune. C'est un sac de parfum. Donc c'est extrêmement rare, ça. C'est la base de la pêche. C'est vraiment pas beau. Qui a été modifiée. Alors maintenant, on fait de la pêche qui est comme ça, qui est super belle, mais qui a point de goût. Là, c'est tout petit, c'est pas beau, mais c'est parfumé. Alain voit immédiatement le parti qu'il pourrait tirer de ces pêches sauvages. Alors, hop. En faire un nectar ou en faire un jus, ça peut être quelque chose d'exceptionnel. On pourrait avoir un très très beau rendu, quoi, tant en couleur qu'en granulométrie, en texture. Et à mon avis, ça ferait quelque chose de très velouté et surtout de très parfumé avec une très belle fin de bouche. Il y a une belle amertume, quoi. Sincèrement, c'est vraiment exceptionnel. Disons que c'est un produit qu'on ne trouve plus pour la simple et bonne raison, c'est que c'est le rendement. C'est le rendement. Sur la même surface de terrain, une pêche cultivée va vous sortir plusieurs tonnes, alors que là, on va traiter du 50-100 kilos. Et aujourd'hui, on est dans une époque de rendement, donc plus personne s'embête à ça. Sauf les gens qui aiment les bonnes choses. Regarde donc, oui, ami. Tu me gardes tout ça et je passe Pas tout à de l'heure. problème, c'est de côté. Tu peux L'objectif d'Alain Millat, trouver des fruits d'exception. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Monsieur, bonjour. Et la vallée du Rhône constitue un parfait terrain d'exploration. Considérée comme le premier verger français, elle possède un patrimoine de variétés fruitières remarquables. Réputé pour la fertilité de ses berges, le fleuve assure l'irrigation d'une grande mosaïque de terres fruitières. De quoi séduire notre producteur de jus de fruits. Mon travail est très simple, en fait. C'est de trouver le meilleur fruit au meilleur moment chez le meilleur producteur. Et là, dans la vallée du Rhône, en fait, je trouve vraiment mon bonheur. Et tout l'été, en fait, je parcours cette vallée du nord de Lyon jusqu'à la plaine de la Crau pour trouver pêche, abricots, poires, fraises. Entre Lyon et Valence, Tain-l'Hermitage bénéficie d'une situation privilégiée sur le Rhône. C'est un haut lieu de la tradition viticole, avec un vignoble mondialement réputé. Mais le raisin n'est pas son seul produit d'exception. Autour de Tain-l'Hermitage, Alain espère bien trouver son prochain best-seller, car la région est le berceau de l'abricot bergeron. On laisse les verres hein, dans le creux, là. Hein. Ramassez à maturité. Aujourd'hui, pas une minute à perdre pour Jean-Marc Monge. Il doit récolter au plus vite ses 10 hectares d'abricots. La récolte, c'est toujours le moment que choisit Alain pour visiter les vergers. Car cueillir un abricot au bon moment nécessite un vrai savoir-faire.
Ouais, c'est joli ça. Ça peut attendre 2 jours, mais voilà quoi. Ouais. On peut dire qu'on est à maturité quand même. Non, maturité. Sur une variété comme celle-ci, moi ce qui me donne le départ, je vais vous le faire, tant pis, on va gaspiller. Oui. On va gaspiller. C'est dès que vous avez le point de décrochement. Voilà, vous avez vu, j'ai quand même pas donné un gros coup. Donc là, et là si on prend... ça c'est le point de départ de la cueillette. Il n'y a pas de secret, là il faut y aller parce que sinon, on va dire dans 3 jours, les 3/4 des... Si on avance un peu, qu'on trouve un arbre un peu plus mûr, ça va déjà être couvert. Déjà quand les petits oiseaux les mangent, c'est qu'ils sont bons à manger. À l'origine, l'abricot est un fruit qui nous vient de Chine. Mais cette variété a été mise au point par M. Bergeron en 1921, tout près de Tain-l'Hermitage. Aujourd'hui, l'abricot Bergeron est en France l'un des fruits les plus consommés de l'été. Le Bergeron est unique. Moi, je l'utilise et c'est vrai que je fais un nectar d'abricot qui est particulier. Quand il y a un bon niveau d'acidité, ça permet d'avoir une bonne expression des arômes, en fait. C'est l'acidité qui va conditionner l'expression des arômes. C'est une couleur, une texture quand même aussi un peu particulière. C'est assez orangé quand même, hein, et puis je vois un peu cette face rouge. Et en plus, on est dans le berceau, quoi. On est vraiment dans le terroir, en fait, spécifique au Bergeron. Deux jours plus tard, 20 tonnes d'abricots Bergeron sont livrées pour être transformées en nectar naturel. Ici, les fruits sont broyés sans ajouter de colorant ni d'arôme. Ce matin, Alain goûte le premier jus d'abricot de la saison. Notre objectif, c'est vraiment d'apporter un produit extrêmement proche en fait, de la variété du producteur qu'on a choisi. On demande à nos producteurs ou à notre producteur en fait, d'avoir beaucoup de précautions, de délicatesse pour la récolte. Nous, de notre côté, en fait, on essaye d'avoir la même délicatesse aussi pour, au bout du compte, avoir un produit qui soit très proche de la variété du producteur, en fait, de toutes les particularités de ce qu'on a choisi en matière première. Du fruit en bouteille qui se vend aujourd'hui dans les plus grands hôtels et restaurants du monde. Cette success story est née dans les vergers familiaux sur les coteaux du Lyonnais. Dans cette région située à 400 mètres d'altitude, on trouve de véritables orfèvres du fruit. Parmi eux, Philippe Marcon. Chez lui, on travaille les pêchers à la main. C'est l'un des premiers fournisseurs d'Alain. Là, on s'aperçoit qu'un arbre comme ça, le soleil peut rentrer dedans. Et les fruits qui étaient à l'ombre tout à l'heure, aujourd'hui, pourront prendre le soleil dès demain. Donc voilà, c'est des interventions où on supprime des pousses qui ont poussé cette année, là, et qui sont consommatrices de sève. Donc la sève qui partira plus là-dedans partira dans les fruits. Plus il y a de soleil, meilleur le fruit est. Si ces arbres ont tellement besoin de soleil, c'est que Philippe produit une pêche très spéciale. Faire ça. Voilà. C'est comme ça. C'est comme joli, hein, franchement. Ça va s'accentuer là avec le temps. Ces pêches ont la chair et l'épiderme rouge sang. 20 km plus loin, on n'aura pas le même terroir, on n'aura pas la même coloration, on n'aura pas les mêmes arômes. C'est sûr. C'est sûr. C'est ce qui fait la typicité de ce fruit dans nos coteaux. Cette pêche s'appelle la ferlet. C'est seulement dans les coteaux du Lyonnais qu'elle rougit. Ailleurs, elle reste blanche. Des fruits différents, élaborés de façon artisanale et cueillis avec une grande minutie. On arrive au bout du circuit, ça fait 1 an qu'on travaille. Le fruit est à maturité et c'est là, il ne faut pas l'abîmer. Là, on peut facilement le voir. Alors, on le voit déjà, il est un petit peu coloré, là, déjà. Moi, mon travail, c'est de dire,
il y a encore quand même des gens qui travaillent très très bien, avec une envie, un désir de faire un beau fruit, ramasser, cueillir en pleine maturité. Et moi, je le prends, je le transforme et j'en fais un jus ou un nectar, quoi, tout simplement. Et ce savoir-faire séduit les plus grands chefs. Sur les hauteurs de Lyon, Christian Tête-Doigt, 2 étoiles au guide Michelin, trouve dans les jus de fruits d'Alain une source d'inspiration. Pour la langoustine, le chef ose un jus de tomate jaune. L'avantage de la tomate, ce qui me plaît, c'est que on a un petit peu d'acidité, mais pas trop. Là, celle-ci est très douce. Et donc, je pense qu'on va avoir un contraste assez intéressant avec le côté très iodé de la langoustine. Parfait. De plus en plus, le fruit a sa place en cuisine parce que, justement, on essaye de faire une cuisine de plus en plus fraîche. Et les gens sont très attachés aujourd'hui au côté naturel des choses. Et pour le homard, Christian Tête-Doigt a imaginé un jus de carotte. Pour moi, c'est juste une aventure humaine, en fait. On a commencé avec 6 références, 6 parfums qu'on a testés, et voilà, l'aventure a continué, et aujourd'hui, on en est là, mais avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir à partager des moments comme ça, quoi, en fait, et d'être un petit peu, même s'il y a 3 fois rien là, il y a 3 fois rien là, mais je participe quand même à ce très joli plat, quoi, voilà. Donc j'en suis heureux, oui. Au sud de Lyon, nous quittons le Rhône pour découvrir un autre de ses grands affluents, l'Isère. Cette rivière a fait les beaux jours de l'industrie du cuir. Attirés par l'abondance de l'eau, des tanneurs s'installent à Romans-sur-Isère dès la fin du XIVe siècle. La tannerie Roux est l'une des plus anciennes de France. Elle vient d'obtenir le label Entreprise du patrimoine vivant. Depuis 1803, on y prépare traditionnellement des pots qui sont destinés aux grands noms du luxe. Elles sont traitées avec le plus grand soin, car il s'agit de les métamorphoser en de précieux souliers ou sacs à main. Le spécialiste de la transformation des pots, c'est lui, Frédéric Plindoux, 30 ans de métier. Je dis tout le temps, c'est un métier qu'on fait avec les yeux et avec les mains. Le cuir, c'est comme ça qu'on arrive à le faire vivre. Lorsqu'elles sont mouillées, les fibres de la peau sont prêtes à se gorger de tanin. Une substance naturellement présente dans certaines plantes. C'est de la poudre écorce de châtaignier. On va mettre ça dans le foulon au moment du retanage pour apporter de la rondeur au cuir. C'est des écorces de châtaignier pilées. Voilà, ça va donner une couleur un petit peu beige naturelle. Dans ce foulon, du châtaignier pour la rondeur et des pigments pour la couleur. Autrefois, les peaux recevaient des bains qui pouvaient durer plusieurs mois. Elles étaient alors directement immergées dans la rivière qui passait dans la tannerie. On a toujours l'eau de la Savasse qui passait dans les ateliers de rivière, les ateliers de teinture. Et c'est vrai que beaucoup de tanneries, toutes les tanneries étaient installées à côté d'une rivière. Aujourd'hui, en 5 semaines, les peaux subissent une centaine d'opérations différentes avant d'être prêtes à la découpe. On voit là que le colorant est bien fixé parce que l'eau à l'intérieur du cuir est vraiment très claire. Hop là. Un dernier bain, et ce cuir va continuer son chemin vers les plus grands ateliers de maroquinerie. Car ces peaux font le bonheur des créateurs du monde entier. Un blanc cassé, ouais, un peu... Mais... Ça, c'est trop beige, ça. Ah oui, ça, c'est trop beige.
quelque chose de plus blanc. Vincent Bottessi, lui, est un jeune créateur de la région. Ces cuirs lui inspirent chaque année une nouvelle collection de chaussures. Vincent, est-ce qu'une imitation reptile dans cet esprit, ça pourrait te... Aujourd'hui, Sébastien Croix-Dieu, responsable des ventes à la tannerie, lui propose de nouveaux échantillons pour réaliser ses prochains prototypes. Regardez comment ça fait. Est-ce qu'un bleu dans cet esprit, ça irait pour toi ou pas? Trop foncé. C'est trop foncé. Trop foncé, ouais. C'est trop foncé. Ce qui est super dans cette matière, c'est qu'il y a un petit peu de bleu. Et ça serait super agréable à regarder visuellement. Ce magasin, c'est plus de 2 siècles de savoir-faire dans le domaine de la tannerie. C'est la caverne d'Ali Baba. On trouve un petit peu tout ce qu'on veut et avec des cuirs d'une qualité assez redoutable, on va dire. C'est ça qui est intéressant. Ouais, ça, tu vois, ça, c'est quelque chose qui me parle bien. On a souvent de jeunes créateurs qui viennent dans notre magasin, c'est un petit peu leur source d'inspiration. Ils viennent fouiller pour ressortir des matières qu'on a créées il y a parfois très longtemps. Vous vous prêtez au jeu avec plaisir? On se prête au jeu avec plaisir. On prend beaucoup de plaisir à travailler avec ces jeunes créateurs et parce qu'ils sont, ils sont plein d'idées, plein de passion et c'est un vrai régal. Plié. Voilà. Voilà, Vincent. Le Graal. Le Graal de la chaussure. Et puis tu me montres ça dès que c'est prêt. À partir de 1850, Romans-sur-Isère devient la capitale de la chaussure de luxe. Après la Seconde Guerre mondiale, près de 200 ateliers de confection font la prospérité de la ville. Pendant plus d'un siècle, ces milliers d'ouvriers ont entretenu un savoir-faire réputé dans le monde entier. Ce passé a marqué tous les habitants de Romans-sur-Isère. Grandir dans une ville comme Romans, ça suscite en nous certainement une passion déjà de la chaussure. On vit avec la chaussure tous les jours en se promenant dans la ville. Tout petit, quand ma maman m'amenait en ville, on pouvait voir que ce soit les magasins, les cordonneries, puis les célèbres créateurs qu'il y avait à l'époque. C'était un rêve. Mais dans les années 80, la concurrence étrangère provoque le déclin de cette activité. Témoignage de cette histoire qui ne demande qu'à revivre, le musée de la chaussure. Cet ancien couvent du XVIIe siècle abrite une collection unique au monde. Dans ses vitrines, les œuvres des plus grands bottiers de l'histoire de la mode. Et dans les réserves sont conservés les souliers les plus précieux. Je peux peut-être vous montrer une chaussure qu'on appelle chaussure à pont, qui aurait été portée par Catherine de Médicis. Et on en a un exemplaire ici. Vous allez voir que ce sont des chaussures très très fragiles. Mais voilà, pour assurer la solidité de la chaussure, une plaque relie le talon à l'avant de la chaussure et c'est ce qu'on appelle une chaussure à pont. Alors voilà un autre modèle beaucoup plus exotique puisque c'est une botte de Mongolie du 19e siècle. C'est donc de la peau de requin appliquée sur un velours. Donc quand même une très belle pièce. La peau de requin est vraiment en dentelle avec des volutes et une finition qui donne toute l'originalité à cette botte. Ce genre de chaussure, voilà une autre chaussure du XVIIe siècle, en peau aussi, avec un talon, vous voyez, très à l'avant. Tous les bottiers ont su toujours recréer la mode. Donc très tôt, dès l'Antiquité, on trouve les 3 types de chaussures qui sont la sandale, le soulier et la botte.
Donc la sandale dans les pays chauds, le soulier dans les pays plus froids et la botte pour les peuples nomades. Donc à partir de ces 3 modèles, eh ben, on n'a fait que décliner dans le temps et dans l'espace. Donc la chaussure, c'est infini, inépuisable. Un précieux héritage qui continue d'inspirer les créateurs d'aujourd'hui comme Vincent. Donc voilà, ça c'est toutes les formes qu'on a. Bien. Pour confectionner son nouvel escarpin, Vincent a fait appel à l'un des derniers ateliers de la région. Modèle rond, ouais, c'est ça qui va être délicat. On sera plutôt sur celle-ci. Donc là, oui, tu vas avoir surtout donc celle-ci, celle-ci. Avec Julie Cornu, ils doivent d'abord choisir la bonne forme. Il faut que le chausson il soit impeccable et surtout que la hauteur du talon corresponde bien à la hauteur de cambrure. Dans ce genre-là. Donc là, on va voir si ça correspond. Donc là, on a l'air pas trop mal. Si on rajoute le bon bout et la semelle, on est pas mal. On fait ça ? Ça va. Ok. À 25 ans, Julie est capable de monter entièrement une chaussure à la main. À partir du dessin de Vincent, elle va réaliser un patron. Toutes les pièces de la chaussure sont découpées au laser, puis assemblées à la main. Pour fabriquer une chaussure, il faut compter près de 150 opérations différentes. On reconnaît une belle chaussure justement au détail. Moi, ce que j'adore, par exemple, c'est voir des piqûres ultra fines, des points minus comme on ne fait plus, quoi. Justement, c'est ça. Je crois qu'une chaussure vraiment belle avec toute l'âme qu'elle a, c'est une chaussure sur laquelle on a travaillé pendant des heures, quoi. Après le piquage, il faut maintenant monter la chaussure en volume. Dans l'atelier, c'est Abdel qui est chargé de cette dernière étape. Il aura fallu une journée de travail pour réaliser ce prototype. Alors, Abdel ? Bah écoute, c'est bon. Impeccable. Parfait. C'est beau boulot. Voilà, le travail fini. Alors. Je vais te laisser regarder toi-même. Ouais. Non, mais pour les lignes, c'est pas mal quand même, pour un premier jet. On est jeunes et la chaussure, c'est quelque chose qui, pour nous, doit être c'est une passion. Et j'ai voulu vraiment développer ce Made in France ici. Pour moi, il n'y avait aucune logique à partir ailleurs ou à faire fabriquer ailleurs. C'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est, entre guillemets, ma ville, le Dauphiné, Romans-sur-Isère. Le savoir-faire qu'on a ici. Un savoir-faire incroyable, quoi. Et de laisser tomber tout ça, c'est dommage.